Allez, nous continuons sur ce rythme d'enfer et nous allons faire le langage écrit. En même temps, si vous voulez, c'est ce qu'on disait un petit peu à la pause, c'est très important ce rythme d'enfer parce qu'il vous montre que là, ce sont que des illustrations de ce qui vous a été dit dans l'introduction. Hein, et c'est vraiment pour que vous puissiez faire les allers-retours en permanence entre tous ces modules, sous-modules, réseaux, sous-réseaux, hein, et toutes ces fonctions cognitives, ça veut dire fonctions intellectuelles évidemment. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure pour le langage écrit, oral, mais évidemment, quand on parle de faire le bilan ou les tester, évaluer, c'est toujours évidemment avec des tests étalonnés en fonction de l'âge de l'enfant. Hein, on en parlait un petit peu à la pause, mais c'est évident que le nombre de mots qu'on connaît ou qu'on sait dire à 2 ou à 3 ans et l'usage de la syntaxe qu'on commence à faire à 3 ou à 4 ans n'a rien à voir avec les exigences qu'on aura si l'enfant a 6 ans, 8 ans ou 12 ans. Hein. Alors c'est la même chose pour le langage écrit. Le langage écrit. Alors, dans les langues alphabétiques, qu'est-ce que c'est que le langage écrit? C'est la traduction des sons de la parole. On dit, d'ailleurs on peut même écrire des trucs qui veulent rien dire. Si je dis Sir Valu, personne ne sait ce que c'est, enfin j'imagine que vous ne savez pas ce que c'est, parce que je ne sais pas non plus de quoi il s'agit. Ça s'appelle un non-mot, c'est-à-dire un mot qui ne veut rien dire, mais vous pouvez l'écrire, parce que dans les langues alphabétiques, ce qu'on traduit à l'écrit, ce qu'on écrit, ce n'est pas du sens, mais c'est le son, les sons de la parole. Et vous savez qu'il y a 2 minutes, je vous ai dit, ou il y a une demi-heure, les sons de la parole, ça s'appelle la phonologie. C'est les petites briques qui composent le son. Donc ça, c'est la médiation de la parole est absolument fondamentale entre ce qui est écrit, le tracé des lettres, les signes, les symboles écrits qu'on va choisir, et le sens de l'écrit. Alors, plusieurs conditions nécessaires, indispensables à l'apprentissage de la lecture. Bien sûr, un environnement, on va dire culturel au sens large du terme. Bien sûr, au Moyen-Âge, personne ne savait lire, mais personne n'avait de trouble de la lecture. Il n'y avait que les moines copistes, et encore, je ne suis pas sûre qu'ils savaient vraiment lire, les moines copistes, mais enfin bref, admettons que certains d'entre eux savaient un peu déchiffrer. Donc vous voyez bien qu'il faut un environnement qui est un environnement culturel dans lequel le langage écrit a une place. Et puis, il y a des conditions nécessaires donc, au sujet, et vous voyez cette intersection entre les conditions nécessaires au sujet et l'environnement. Bien sûr, dans les conditions nécessaires au sujet, je vais insister sur les compétences spécifiques qui sont indispensables pour accéder à la langue écrite. Il faut des connaissances cognitives générales, il faut être motivé, il faut avoir des bonnes compétences en cognition sociale, en mémoire, en ceci, en cela, etc. Mais il faut aussi et surtout spécifiquement 2 types de compétences, développer 2 types de compétences. L'une qui s'appelle la conscience phonologique. Phonologique, hein, ça a un lien avec ce que je viens de dire sur le fait que dans les langues alphabétiques, ce qu'on traduit, c'est du son, du langage, et des compétences visuelles qu'on appelle neurovisuelles parce qu'elles n'ont pas grand-chose à voir avec l'œil, mais beaucoup à faire avec ce qui se passe au niveau du cerveau, comment le cerveau commande les yeux. Donc on va regarder ces 2 types de compétences. Oh, c'était beau, magnifique. Donc ces 2 éléments-là. Alors, la conscience phonologique. Figurez-vous que prendre conscience des sons de la langue, prendre conscience du fait que quand on parle, on produit des sons, eh bien figurez-vous que ce n'est pas du tout évident. Et c'est surtout pas évident pour un petit enfant. Ça vous paraît, vous, évident, mais pas du tout pour un enfant. Quand vous dites à un enfant, qu'est-ce qu'on entend dans vache? C'est l'exemple que j'ai pris là. Dans vache, il n'entend pas V, il n'entend pas A, il n'entend pas CH. Ça, c'est vous qui savez écrire, qui entendez tout ça. Lui, dans vache, si vous insistez beaucoup, tout ce qu'il pourra vous dire, c'est qu'il entend me. Parce que quand il entend le mot vache, il peut entendre que globalement ce son, et globalement l'apparier, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure sur la sémantique, a du sens. Ce truc global, vache, ce son, il lui évoque un truc qui donne du lait, qui a des cornes, qui fait me, etc. Et donc, prendre conscience explicitement
que dans vache j'entends v, a, ch, ou même tout simplement que dans vache j'entends le même va que dans avalanche, eh bien ça c'est un travail qui va se faire tout doucement, on va dire entre 4 et 6, 7 ans, et qui est un travail qui doit se faire à l'école et qui n'est pas spontané, qui ne se fait que si l'on apprend à lire dans une langue alphabétique. Parce que dans une langue alphabétique, on a besoin d'isoler les sons de la langue pour pouvoir les écrire et les relire. Chaque fois que je vais voir le petit dessin comme ça qui se dit v, je vais dire v, qu'il s'agisse d'une vache ou d'une avalanche. Donc on se fiche de la signification de ça, ça n'a pas de sens, on ne s'occupe que du son qu'il fait. Et donc extraire consciemment ces sons est très important pour que l'enfant puisse faire ce que l'on appelle les correspondances grapho-phonologiques, c'est-à-dire les correspondances entre les petits signes écrits qui sont dessinés en noir et blanc sur du papier. Hein, j'ai écrit alphabet cyrillique ici un exemple. Ces petits signes ils peuvent prendre toutes sortes de formes. Je vous les montre ici parce que là j'avais pris toutes sortes d'alphabets. Vous voyez, tout ça c'est des langues alphabétiques. Hein. Donc ces petits signes peuvent prendre toutes sortes de formes, ça n'a pas d'importance. Et donc l'alphabet cyrillique en est un exemple, mais donc les enfants doivent apprendre à l'école explicitement, c'est un enseignement explicite, comment faire correspondre des sons à chaque petit dessin qu'on appelle des lettres, ou à chaque groupement de lettres, puisqu'il y a un certain nombre de sons qui sont traduits par des groupements de lettres. Par exemple, ON, ça fait un seul son. Ça fait on. Si je dis un, c'est un seul son. Mais là, quelquefois, il me faut 3 lettres pour écrire ça. A-I-N. Hein? Donc, il n'y a pas forcément correspondance, on va le voir, entre le nombre de sons et le nombre de lettres. Donc, il va falloir apprendre toutes ces correspondances qui, évidemment, sont particulières selon chaque langue. Là, je vous montre, c'est juste pour vous amuser 2 minutes, c'est quand on demande de faire ça, c'est-à-dire d'extraire les sons des mots. Est-ce que dans vache, j'entends va, ou qu'est-ce que j'entends de pareil dans vache et avalanche? Je vais trouver que c'est va. Eh bien, ça active ces tâches qu'on appelle des tâches phonologiques. On dit métaphonologique, enfin, ce grand mot, ne vous inquiétez pas, ça veut dire c'est une réflexion sur la phonologie. Ces tâches activent, vous voyez ici, chez les gens qui savent lire une langue alphabétique, ça active certaines zones cérébrales. C'est bien ça. Ils savent lire et ils savent faire ça. Et vous voyez que chez des gens qui sont des illettrés, à qui on a essayé d'apprendre à lire, mais qui ne savent pas lire, qui n'ont pas réussi l'apprentissage de la lecture, vous voyez que ces zones, là on ne les fait pas lire. On leur demande qu'est-ce qu'il y a de pareil, qu'est-ce qu'on entend de pareil entre va et vache. Entre vache et avalanche, excusez-moi. Mais on pourrait, il y a beaucoup d'autres tâches de ce type. Eh bien, vous voyez que ça n'active pas les zones que ça devrait activer normalement. De la même façon, si vous posez cette question-là à des personnes qui ont une langue logographique ou idéographique, disons le chinois par exemple, eh bien, ils ne savent pas faire ça. Ils ne savent pas extraire un son d'un mot. Et de eux-mêmes, donc, ils ont ce type de profil initialement. Mais si vous êtes un locuteur chinois et que vous apprenez l'anglais, alors vous devenez compétent et vous apprenez à lire l'anglais normalement, vous n'avez pas de pathologie dans le domaine, vous devenez compétent et vous pouvez activer ces zones particulières. Donc vous voyez que ça c'est fondamental, cette capacité à extraire les sons des mots indépendamment de leur sens est fondamentale pour apprendre à lire. C'est le repérage de ces petites briques de sons que l'on va faire correspondre aux lettres et aux groupes de lettres. Alors selon les langues ont des caractéristiques propres qui vont rendre l'apprentissage de la lecture, de la langue écrite, plus ou moins facile. Il y a des langues qu'on appelle plus ou moins transparentes. On dit qu'une langue est transparente, ou vous diriez facile, quand les règles sont claires. Vous dites un son, vous écrivez une lettre. En gros, dans le temps, il paraît que le serbo-croate, maintenant vous savez qu'il ne faut plus mettre le trait d'union
entre serbo et croate, mais enfin moi quand j'étais petite, il y avait encore des serbo-croates, et les linguistes étudiaient beaucoup le serbo-croate, qui est, paraît-il, une langue régulière. Un son, une lettre. L'espagnol, en gros, à part très peu d'irrégularité, si vous entendez un son, vous savez quelle lettre vous devez écrire, si vous voyez telle lettre, vous savez quel son vous devez dire. Et puis vous avez au contraire des langues plus ou moins opaques. Et justement, regardez ce qu'on a cité, le français et l'anglais. La plus opaque, c'est l'anglais. Nous, on n'arrive qu'en deuxième position. Enfin, c'est déjà pas mal. Donc, je vous donne là quelques exemples. Un son, plusieurs graphies. Vous remarquerez lapin, copain, fin, lundi, etc. Et vous remarquerez même ce qui est plus amusant, c'est que copain s'écrit A-I-N, mais que copine s'écrit I-N-E. Donc, beaucoup d'enfants pensent que copain s'écrit C-O-P-I-N, puisqu'ils pensent, bon, on leur dit, tu peux t'aider du féminin. Toi. Non, non, la plupart du temps en français, c'est assez opaque pour qu'on puisse s'aider de rien du tout. Donc, c'est vraiment. Vous savez aussi une lettre peut avoir plusieurs prononciations différentes. Et puis, il y a toutes les lettres muettes en français, qui sont quand même très importantes. Alors, la caractéristique donc, de ces langues, c'est que plus elles sont opaques, c'est-à-dire comme le français, ou l'anglais, qui n'est guère mieux, plus elles sont difficiles à apprendre. Et au contraire, plus les langues sont régulières, transparentes, plus elles sont faciles à apprendre. Après un an d'apprentissage, parmi une liste de mots courants, les mêmes mots, bien sûr, dans toutes les langues, donc vers 7 ans et demi, 8 ans, les jeunes anglais peuvent en lire correctement 40% de cette liste de mots, les jeunes français 70% de la même liste de mots, mais les jeunes finlandais qui ont une langue transparente 98%. Donc vous voyez que plus vous avez une langue opaque, plus ça va être long d'apprendre à lire et à écrire, et plus ça va sensibiliser les difficultés de tel ou tel type d'enfant. Donc plus il y aura de dyslexiques entre guillemets. Est-ce que c'est bien clair? Alors ça c'est pour vous amuser aussi. Ici je vous le lis, il n'y a rien de plus beau qu'un ballet classique. Et ici Georges passe sa journée à tirer au flanc. Voyez? Donc ça c'est quand même assez bien. L'idée elle est quand même que dans les langues opaques, ce qui est le cas du français, où il y a effectivement une forte influence de l'étymologie, de la signification, de la sémantique des mots dans l'orthographe, l'avantage c'est que la façon dont vous voyez écrit le mot vous dit de quoi il s'agit. Alors qu'évidemment, dans les langues transparentes, le mot balai, si c'était un mot espagnol, il s'écrirait de la même façon qu'il s'agisse d'un balai classique ou qu'il s'agisse d'un balai pour balayer, bien sûr. Et donc c'est le contexte qui donne la signification dans les langues transparentes. Donc chaque langue a ses avantages et ses inconvénients. Cependant, pour apprendre à lire et à écrire, l'inconvénient est grave pour les enfants qui vont avoir quelques difficultés pour apprendre à lire. Donc pour apprendre à lire, j'ai dit deux grands systèmes. Le système phonologique, apprendre à l'école à repérer les petites briques de son et à les faire correspondre aux lettres ou aux groupes de lettres, et on appelle ça les correspondances graphophonologiques. Est-ce que cet aspect-là est très important et certains enfants n'y ont pas accès. C'est ce que je vous ai montré dans cette petite dia où on voyait les cerveaux des lecteurs et des non-lecteurs. Certains enfants, donc là je vous ai montré des illettrés, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas accès au langage écrit, qui s'opposent aux analphabètes. Les analphabètes sont des gens à qui on n'a pas tenté d'apprendre à écrire, des gens qui n'ont pas été soumis à l'apprentissage de la lecture. Tandis que les illettrés, ils ont été soumis, mais ils n'ont pas réussi. Et donc vous voyez qu'ils ils n'accèdent pas à cette conscience phonologique. Et c'est probablement l'essentiel même des difficultés des enfants dysphasiques. Vous faites le lien aussi, dans la mesure où j'ai parlé tout à l'heure d'un sous-système phonologique dans le langage oral, et j'ai même parlé de dysphasie phonologique, oui. Donc il y a un certain nombre d'enfants dysphasiques, pas tous, mais certains enfants dysphasiques auront des problèmes pour apprendre à lire. Ouais. Deuxième importance, deuxième système, sous-système très important pour apprendre à lire, les yeux. Pour une raison simple, il faut s'emparer du texte avant même de le traduire en son.
Avant même de se dire TU, ça fait tu, li, ça fait li, PE, ça fait peu, tu, li, peu, oh, tulipe, ah, je sais ce que c'est. Ben avant, il faut déjà que mes yeux soient allés au bon endroit et aient vu les bonnes choses. Alors, il y a deux choses très importantes sur le plan visuel. D'une part, ce qu'on appelle la saisie visuelle du texte. Il faut s'emparer de l'information qui est représentée par les petits traits noirs sur fond blanc. C'est le texte écrit en noir et blanc. Et une autre, complètement autre chose, une autre caractéristique, une autre compétence indispensable, c'est l'identification visuelle des mots. Je vous montre. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Ici, c'est un texte, et vous voyez les petits ronds. Les petits ronds, c'est chaque fois que les yeux se posent, s'arrêtent sur le texte. Alors, écoutez bien. Les yeux ne suivent pas le texte. On ne suit pas régulièrement le texte avec les yeux comme on le croit. Raté. C'est pas vrai. Premièrement, les yeux ne sont pas que des appareils photo. Premièrement, les yeux sont des caméras. Ça bouge. Donc, et il faut les faire bouger le long du texte. Et on ne les fait pas bouger régulièrement le long du texte. On les fait bouger par petits sauts extrêmement rapides qu'on appelle des saccades, qui sont ici représentés par des traits rouges ou verts. Vous inquiétez pas de la couleur, ça n'a pas d'intérêt. Petit saut, avec mes caméras, hop, je m'arrête. On appelle ça une fixation. Je bouge plus, je prends la photo. Hop, le long de la ligne, petit saut, je bouge plus, je prends la photo, petit saut, je bouge plus, je prends la photo, etc. C'est cette organisation très très précise des saccades oculaires dont vous n'avez même pas conscience. Il y en a peut-être qui ne savaient même pas qu'ils faisaient ça avec leurs yeux jusqu'à présent, dont personne n'a conscience. C'est cette organisation des saccades et des fixations qui permet de s'emparer de la suite du texte. Et vous voyez que non seulement, donc il y a tous ces petits ronds qui s'organisent comme ça, donc pendant la saccade, pendant le petit saut très rapide, on ne voit rien, on se pose, on prend la photo, petit saut, petit saut, petit saut. Et puis quand on arrive au bout de la ligne, ouf, grande saccade de retour à la ligne, qui est toujours vers le bas et de droite à gauche. J'ai des problèmes avec la droite et la gauche. C'est pour ça que je cherche l'assentiment de Pierre. Et on est reparti pour des petits sauts tout le long. Donc vous voyez que vous faites ça complètement de façon automatisée. Eh bien, figurez-vous que cette automatisation, de cette organisation extrêmement précise des mouvements que vous faites avec vos caméras, que sont les yeux, cette organisation est entièrement apprise et enseignée, enfin, à l'école. J'allais dire enseignée, bon, peut-être les enseignants ne savent pas qu'ils l'enseignent, mais ils l'enseignent. Je vous donne un exemple, vous allez comprendre tout de suite. Tant que vous ne savez pas faire ça avec vos yeux, que vous êtes un tout petit qui a 5 ans, qui a 6 ans, vous êtes en première année de CP, en première année de primaire, eh bien, vous suivez avec votre doigt. Parce que sinon, vous vous perdez avec vos yeux partout dans le texte, parce que vous ne savez pas bien suivre votre ligne et revenir à la ligne. Quand vous avez un livre de tout début de CP, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous voyez? Il y a des toutes petites phrases qui tiennent sur une ligne. Il n'y a pas de retour à la ligne. On ne demande pas aux enfants ça. On leur demande juste d'organiser leurs petits yeux pour s'organiser juste sur une ligne. Puis petit à petit, il va y avoir des retours à la ligne juste sur 2 lignes. Et vous remarquez que les enfants, ils s'arrêtent au bout de la ligne. C'est pas parce qu'ils n'ont pas compris que la suite de la phrase est ailleurs. C'est parce que leurs yeux s'arrêtent et qu'ils n'ont pas encore automatisé cette grande saccade de retour à la ligne. Le petit lapin mange des carottes. Et petit à petit, on va densifier le texte. Et petit à petit, donc on va, en fait, de façon sans s'en rendre compte, on va entraîner ces mouvements du regard jusqu'à ce qu'ils deviennent automatiques, et ils le sont aux alentours de la 2e ou 3e année de primaire. C'est le moment où l'enfant acquiert ce qu'on appelle la lecture courante. Pas de lecture courante si ces mouvements du regard ne sont pas automatisés. Je ne suis pas en train de dire l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a des tas d'enfants qui n'acquièrent pas la lecture courante et qui n'ont aucun problème de saisie visuelle du texte. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs façons, bien sûr, de ne pas acquérir la lecture courante.
Et une de ces façons-là, c'est d'avoir des problèmes pour organiser ces saccades visuelles. Oui. Donc ça, c'est important, c'est un apprentissage qui ne se fait que si vous apprenez à lire. Parce que si vous êtes un lecteur hébreu ou arabe, eh bien ce que vous apprenez, c'est l'inverse. Vous apprenez à faire vos saccades visuelles comme ça, et vos grandes saccades de retour à la ligne, de gauche à droite. Et si vous étiez un lecteur, je ne sais pas si c'est le cas, sud-coréen, admettons, je ne suis pas bien sûre de moi, qui lirait de haut en bas, alors vous apprendriez à faire vos saccades de haut en bas, et vos grandes saccades de retour à la ligne, un petit peu sur la droite, un petit peu orienté sur votre droite, et de bas en haut. Donc c'est appris. Là, je vous montre un enfant, par exemple, qui a des troubles de ce type-là. C'est un enfant très malade. Là, vous voyez, voilà le petit point où est-ce qu'il s'est arrêté avec ses yeux. C'est le numéro 1, c'est sa première fixation. Ça tombe bien, c'est au début. Et vous voyez aussi très nettement, voilà la deuxième fixation. Il s'est déjà trompé de ligne. Il le sait, parce qu'il voit que ça ne va pas. Couper, il revient ici. Là, il va lire, parce que quand on fait une fixation, on lit quand même au moins 6-8 lettres autour, hein, ça dépend de votre habileté. Au moins entre 4 et 8 lettres selon votre habileté et votre âge. Le potiron, alors il lit la 4, dernière, hop, retour à la ligne, regardez où il va pas assez loin. Et vous le remarquez, il n'y a pratiquement pas de petits points, c'est-à-dire pratiquement pas de fixation dans les retours à la ligne. Il ne revient pas assez loin. Là, d'ailleurs, on le voit. Là, il revient à plusieurs reprises. Et puis, vous remarquerez aussi, ici, il n'y a aucune fixation sur ces deux lignes ici qui ont été sautées. L'enfant ne lit aucun des mots de ces deux lignes. Parce que pas de fixation, pas de lecture, pas vu, pas pris. Hein, on est dans la saisie visuelle. Donc, vous voyez que ça va pour l'aider, pas facile pour la compréhension du texte, là. Et vous voyez que ça n'a rien à voir avec ce que j'ai dit tout à l'heure, ni sur la phonologie, ni sur la compréhension générale de cet enfant, qui peut être excellente par ailleurs. Évidemment, si vous sautez tout le début de les lignes et 2 lignes toutes les 3 lignes, vous n'allez pas comprendre grand-chose. Alors, deuxième chose sur le plan neurovisuel, un centre cérébral d'identification visuelle des mots. Figurez-vous qu'il y a 2 grandes façons de lire, je vais vous le montrer tout à l'heure, mais ça, on va aller assez vite. Premièrement, ce que j'ai dit tout à l'heure, vous traduisez tous les petits segments, tous les petits bouts, toutes les petites briques de lettres en petites briques de sons. Tu, li, peu. Et ensuite, on dit, vous faites de l'assemblage. Vous réassemblez tout ça. Tulipe. Ah ben oui, je sais ce que c'est. Il y a une deuxième façon de lire quand vous êtes beaucoup plus grand et que vous êtes plus habile en lecture. C'est de regarder le mot et de savoir de quoi il s'agit. Un seul coup d'œil, ça va aller beaucoup plus vite. Beaucoup plus rapide. Vous n'avez pas besoin d'analyser toutes les petites briques, de la faire correspondre puis d'assembler. Vous voyez bien que cette façon de faire va permettre aussi que vous lisiez aussi vite un grand mot qu'un tout petit. Eh bien, en fait, au fil de la lecture, entre, on va dire, 5 et 7, 8, 10, 12, 15 ans, vous vous êtes construit par apprentissage, c'est-à-dire que vous avez construit de nouveaux réseaux de neurones, parce que vous avez une bonne plasticité cérébrale, vous avez réorganisé vos réseaux de neurones sous l'effet de l'entraînement de la lecture tous les jours pendant des années. Alors, vous avez reconfiguré ici une petite région de votre cerveau pour identifier visuellement les suites de lettres quand elles sont dans le bon ordre. À tel point que d'un coup d'œil, vous adultes, bien sûr, pas l'enfant de 6 ans, vous adultes, vous distinguez ils s'attardèrent de ils s'attrapèrent. Vous ne faites pas de confusion. Alors, cette petite zone cérébrale, elle a des propriétés absolument extraordinaires. D'abord, elle existe aussi chez les singes, hein. Sauf que les singes, si vous voulez, vont peu à l'école, et donc ils ont peu l'occasion de faire de la reconfiguration neuronale comme nous. Donc nous, et ils ont probablement aussi, parce qu'ils n'ont pas ces capacités d'apprentissage, ces capacités de plasticité cérébrale, ces capacités de réorganisation cérébrale, de recyclage neuronal.
Oui, vous faites le lien avec tout ce qu'on a dit depuis tout ce matin. Eh bien, cette petite zone, mais non, mais parce qu'en fait, tout ce qu'on dit, ce n'est qu'une illustration de cette introduction. Eh bien, cette petite zone cérébrale, elle a des propriétés extraordinaires. D'abord, figurez-vous qu'elle reconnaît les lettres, cette petite zone cérébrale, quelle que soit leur allure, leur forme de surface. Imaginez que je fasse un A, vous savez, le A en, comment ça s'appelle là, en cursive majuscule, en anglaise majuscule, ou au contraire le A d'imprimerie. Honnêtement, ça se ressemble pas quand même. Puis vous savez qu'il y a plusieurs A d'imprimerie aussi, avec des machins comme ça, enfin bon, il y en a plein. Cette petite zone cérébrale s'en fiche complètement. Ça peut avoir la forme que ça veut, elle voit toujours un A. Ah, c'est beau ça. Hein. Donc, quelle que soit la taille ou la forme, on dit la police ou la casse. Hein, vous voyez, quand vous dites à votre ordinateur de changer de police, eh bien, cette zone cérébrale sait toujours que c'est un A. D'autre part, cette zone cérébrale, elle encode. Elle encode, ça veut dire qu'elle engramme, qu'elle inscrit cérébralement. Hein, c'est une espèce d'inscription cérébrale. Non seulement les lettres, mais leur ordre dans le mot. C'est pour ça qu'elle ne confond pas cette zone cérébrale. L'identification de deux mots comme loin et lion, ou ami et mais. Vous suivez là? Ouais, c'est des anagrammes, c'est les mêmes lettres. Elle engramme aussi l'ordre des lettres, la suite sérielle des lettres. Donc ça, c'est quand même un truc formidable. Et bien sûr, cette petite zone cérébrale, vous ne naissez pas comme ça avec cette zone pour lire, non, mais elle existe. Donc il y a une espèce de boîte à outils un peu qui est particulièrement bien pensée, si vous voulez, pour faire ce type d'apprentissage, mais qui va nécessiter du recyclage neuronal, des mois, des années, des heures et des heures d'apprentissage, de travail explicite, d'apprentissage de la lecture. Et au fur et à mesure de cet apprentissage, cette petite zone va apprendre à reconnaître de plus en plus de mots. Évidemment, ça veut dire qu'il faudra que vous ayez déjà vu ces mots-là auparavant. Si c'est la première fois que vous voyez un mot écrit, vous ne pouvez pas le reconnaître dans cette zone-là. Vous êtes obligé de faire ce que j'ai dit, c'est-à-dire de le découper en petites briques et de vous dire, il y a écrit baou, bou, bousse, trop, ph, ça fait fait, don. Bousse, trop, fait, don. C'est quoi ça? Ben, si vous êtes très sage. Alors ceci, un petit exemple juste amusant. Vous savez, ça c'est... voilà. Ça c'est pour vous montrer ce qui arrive quand on déstructure la familiarité visuelle des mots écrits. Donc là, qu'est-ce que je fais? C'est pas moi qui fais ça. Hein, j'ai pris ça dans un livre, mais j'ai pas... Hein, vous savez, c'est écrit en SMS. C'est le langage SMS, ça. Hein, voilà. Qu'est-ce que je fais? J'empêche cette petite zone-là de travailler et de reconnaître directement les mots. Et donc, j'oblige mon cerveau à lire en repassant par les sons, les petites briques de sons. Bonjour, attendez, j'arrive. Faut que je vous parle de Charles, c'est géant. Charles s'est cassé, on ne sait pas où. Je vous passe la suite, hein, je ne ferai pas... voilà. Donc ça oblige à ce qu'on appelle la médiation phonologique. Parce qu'effectivement, il y a deux façons de lire. On a deux stratégies. On apprend deux stratégies. On développe par apprentissage et par recyclage neuronal deux stratégies. Apprendre à lire, c'est faire correspondre un bidule écrit. Là, c'est ça, j'ai écrit dans cette police-là, on s'en fiche. Donc une entrée visuelle et une signification. Un truc qui va sur l'eau. On peut le faire de deux façons. Soit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je regarde chaque petit signe écrit. Je le convertis en son. B, A, T, O. Et je m'entends dire, pour ça que j'ai mis une oreille, B, ba, T, T, O. Et ça fait très longtemps quand j'apprends à lire, ça fait déjà au moins 6 ans que j'entends dire bateau. Et que je sais que c'est le truc qui va sur l'eau. C'est ce qu'on appelle mon lexique auditif. Hein.
dans mes oreilles, j'ai déjà construit un appariement entre cette suite de sons, bateau, et le truc qui va sur l'eau. Et puis j'ai une deuxième façon de lire, ça s'appelle la voie d'assemblage, parce qu'on assemble toutes ces petites briques sonores. Puis il y a une deuxième façon de faire, c'est de faire appel avec l'expérience petit à petit à cette petite zone visuelle d'identification des mots. Je regarde le mot, je vois cette suite de lettres, et cette suite de lettres, mon centre d'identification visuelle des mots, il a apparié au truc qui signifie navire. D'ailleurs, à la limite, quand je lis comme ça, je peux lire navire au lieu de bateau. Hein, vous voyez? Là, à la limite, si je me trompe par les voies d'assemblage, qui sont des voies phonologiques, je peux lire gâteau au lieu de bateau. Vous voyez? Je peux me tromper de son. Tandis que quand je lis par ces voies-là, je peux me tromper de sens. Je peux lire navire au lieu de bateau. Ça va être intéressant parce que vous voyez qu'on va avoir des tests qui vont nous permettre de comprendre quelles sont les voies préférentielles utilisées par les enfants. On appelle ça la voie d'adressage. Je vous dis ces mots pour ce... Vous les retrouverez de toute façon tranquillement dans le dossier écrit que vous avez, qui est beaucoup plus complet et beaucoup mieux organisé. Donc les petits débutants, eux, ils n'ont pas encore vu beaucoup de mots écrits, donc ils n'ont pas encore construit leur zone d'identification visuelle. Donc ils travaillent par la voie phonologique, et petit à petit, au fur et à mesure, en fonction de la fréquence d'apparition des mots, ces mots vont s'apparier, ils vont repérer les mots les plus fréquents, et petit à petit, leur zone d'identification des mots vont repérer ces mots les plus fréquents. Le lexique orthographique se construit donc orthographique, ça veut dire qu'il respecte l'orthographe du mot. C'est que bateau, c'est pas B-A-T-O-T, c'est B-A-T-E-A-U. C'est ça que je mets dans ma zone d'identification des mots. Et donc ça permet une lecture rapide, et figurez-vous que plus on lit vite, mieux on comprend. Donc un enfant ou un adulte normolecteur utilise simultanément les deux voies. Plus vous êtes un bon lecteur, plus vous utilisez votre voie d'identification des mots, la voie rapide. Mais de toute façon, il y a des noms propres, il y a des mots comme boustrophédon que vous n'avez jamais vu, il y a des mots... Et vous êtes obligé là de revenir sur votre voie phonologique. L'ensemble de ce système est en place aux alentours de 7 ans, ça veut dire selon les enfants entre 6 et 8 ans, pour les enfants normolecteurs. Donc ça c'est pour vous amuser un petit peu, c'est évidemment... Vous voyez que c'est extrait des travaux de Stanislas Dehaene. Et apprendre à lire consiste donc à créer une représentation visuelle invariante. Ça veut dire, quelle que soit la façon dont c'est écrit, la police, la carte, en gros, en petit, en moyen, on s'en fiche, et de mettre cette représentation visuelle invariante en connexion avec le son, je m'entends dire bateau, et le sens, c'est le truc qui va sur l'eau. C'est un navire, c'est une galère, c'est je ne sais quoi. Et donc là, ça vous montre quels sont les différents réseaux, qui sont les nouveaux réseaux, qui se construisent par recyclage neuronal du fait de la plasticité cérébrale en lien avec les apprentissages pendant 2 ou 3 ans. Et plus, si affinité, puisqu'en fait, on lit tout le temps. Alors, les troubles de la lecture, eh bien sûr, il va y avoir des enfants qui ne pourront pas, qui n'arriveront pas à être très compétents dans l'ensemble de tous ces sous-systèmes, puisque c'est la connexion entre l'ensemble de ces sous-systèmes qui permet une lecture de très bonne qualité. Et donc, on appelle, comme dans tous les 10, on appelle dyslexique l'enfant qui n'arrive pas à ce type de performance alors qu'il a les capacités intellectuelles, qu'il a été soumis à l'apprentissage comme les autres, bien sûr. Si vous avez un enfant de 10 ans auquel on n'a jamais essayé d'apprendre à lire, évidemment, il n'est pas dyslexique pour l'instant, c'est qu'il n'a pas appris. Bon. Et on estime la fréquence à 3 à 5%. Et donc, il y a plusieurs sortes, bien sûr, de dyslexie. Il va y avoir des dyslexies qui vont être secondaires à des troubles du langage oral. Les troubles du langage oral qui comprennent des anomalies, des dysfonctionnements au niveau phonologique. Oui. Il va y avoir des troubles du langage écrit uniquement en lien avec des troubles phonologiques, mais qui ne se traduiront pas dans le langage oral, mais uniquement dans le langage écrit. Et il peut y avoir, c'est beaucoup moins fréquent, des anomalies dans l'organisation neurovisuelle ou la constitution de ces réseaux spéciaux, soit pour s'emparer bien comme il faut visuellement du texte,
soit pour identifier les mots. C'est beaucoup plus rare, c'est ce qu'on appelle des dyslexies visuelles ou visio-attentionnelles. Plus rare, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Et bien entendu, vous allez aussi avoir des enfants qui auront ce qu'on appelle des dyslexies mixtes, c'est-à-dire l'ensemble de ça qui ne va pas. Est-ce que jusque-là, donc là encore, il n'a pas de la dyslexie comme il n'a pas de la dysphasie. Il y a différents types de troubles qui peuvent amener l'enfant à être en difficulté pour soit accéder au début de la lecture, soit pour accéder à une lecture courante, fluide et facile. Donc ça, c'est pour vous montrer, juste pour illustrer par exemple, vous voyez, ici en haut sont des cerveaux toujours en vue de profil, ici c'est quelqu'un qui est normolecteur, témoin. Et ici, ce sont deux cerveaux de dyslexique. Donc, vous voyez, là, voilà ce qui se passe pendant que cette personne normolecteur regarde un mot écrit. Et on voit qu'ici, c'est essentiellement, c'est ce que disait Madame tout à l'heure, l'hémisphère gauche, vous voyez, dans cette lecture du mot écrit, qui est extrêmement sollicité. Et vous voyez qu'au contraire, chez les dyslexiques, les deux dyslexiques qui sont ici, l'hémisphère gauche ne s'active pas du tout comme il devrait. Par contre, vous voyez que l'hémisphère droit, peut-être, est-ce que c'est une forme de compensation, hein? C'est difficile de savoir si d'emblée, c'est des réseaux qui sont mal fichus et mal répartis d'emblée, ou si au contraire, la personne dyslexique ici a cherché à compenser avec des voix qui cherchent à faire plus de la signification. Alors, juste pour terminer, la journée d'appel de préparation à la défense, vous savez, cette journée, les jeunes qui s'y présentent, on les teste sur le plan de la lecture, on note 5% d'illettrés chez les jeunes de 17 ans, qui n'ont pas accès à la lecture. Or, la moitié de ces jeunes sont d'authentiques dyslexiques. Je dis, les problèmes psychosociaux ont souvent été mis en avant pour rendre compte de cette situation d'illettrisme. Et moi, je vous dis, ça ne touche que la moitié de ces jeunes. Hein? En fait, ces situations psychosociales difficiles, qui font que ces jeunes n'ont pas été disponibles pour l'ensemble des apprentissages scolaires, elles font souvent écran au diagnostic ou retardent la prise en charge. PEC, c'est la prise en charge de ces jeunes. C'est-à-dire qu'en fait, à force de dire, bah oui, évidemment, il ne sait pas lire, mais vous savez, son papa est au chômage et la maman ne parle pas français et je ne sais pas quoi, et c'est pour ça qu'il ne sait pas lire, eh bien, oui, peut-être, mais enfin, pour un certain nombre d'enfants, on a le droit aussi d'avoir des difficultés socio-éducatives et d'être dyslexique. Et c'est de dire trop tôt ou trop systématiquement, c'est le problème psychosocial, peut faire écran à des diagnostics précoces et donc constituer chez ces enfants qui ont déjà un problème psychosocial ou socio-éducatif un sur-handicap parce que le diagnostic sera tardif et que dans tous ces troubles, il est très important de faire des diagnostics précoces et des prises en charge précoces. Donc, pour terminer, je vous cite cette phrase de Juan Segui et de Ferrand, extrait d'un livre qui s'appelle Leçons de parole. Le processus d'acquisition de la langue parlée est naturel et quasi irrépressible, sauf si vous êtes dysphasique. Ce qu'il veut dire par là, c'est on est équipé de la petite boîte à outils pour, donc ça le fait, de façon implicite, ça va le faire. Par contraste, ça veut dire, là, attention, il va falloir faire du recyclage neuronal, il va falloir se donner du mal, faire du boulot. Par contraste, l'acquisition de la langue écrite est le résultat d'un processus d'apprentissage long et complexe, dont le succès n'est malheureusement pas assuré et ne sera jamais assuré pour tous les enfants parce qu'il y a des différences interindividuelles qui font que chacun d'entre nous est plus ou moins doué dans un secteur de la cognition ou dans un autre.